C'est hallucinant. Donc on pourrait se dire, bah voilà, il y a une envie, il y a une demande, il y a des outils qui sont en train d'apparaître et des outils spécialisés sur la correction de copie dans un domaine scolaire. Ben moi, en fait, concrètement, j'en suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Euh, je crois que, en fait, comme beaucoup de profs, la correction de copie, c'est un des pires moments dans mon travail. Je considère que c'est long, c'est fastidieux, c'est agaçant parce que c'est aussi le moment où les élèves nous renvoient des choses et qui sont pas toujours agréables hein, quand un devoir est raté. Alors eux, parfois, ils ont l'impression qu'on a un petit sourire machiavélique. En se disant tiens on a réussi à le bâcher alors que bah, la plupart du temps on se dit que bah mince c'est encore raté et peut-être que nous on a mal fait quelque chose et c'est la raison pour laquelle c'est raté. Mais malgré tout, bah, je considère que c'est un moment indispensable. Donc laborieux, comme je vous le disais, désagréable, mais pourtant indispensable, parce que c'est le moment où j'apprends à connaître mes élèves. Même s'ils ne me racontent pas leur vie, mais c'est un moment où je vois quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. La façon dont ils écrivent les choses disent aussi beaucoup de leur niveau d'avancement intellectuel par rapport au sujet qu'on est en train de traiter. Et puis, moi, je trouve qu'il y a quand même voilà, ils font des devoirs aussi pour nous. Et c'est un moment où on a un échange entre un enseignant et un élève. Donc moi, j'ai pas envie de laisser ça à une machine, j'ai pas envie de laisser ça à un algorithme. Et donc, comme j'hésite, bah, j'ai fait un tableau. Voilà, je suis ce genre de type qui fait des tableaux pour essayer de voir le plus, le moins. Alors, je vous mets ici tous les éléments déjà, tous les atouts qui, moi, m'intéresse. Moi, je me dis que l'IA a un gros avantage par rapport à moi, c'est qu'elle ne connaît pas la fatigue. Et là, là-dessus, je crois qu'il faut être honnête. Les sciences cognitives et la docimologie nous l'ont montré, avec toute la bonne volonté du monde. Quand vous corrigez une copie, que vous avez commencé le tas de copies à 19 heures et que vous leur avez promis de les rendre le lendemain et qu'il est 23h30, je ne suis pas sûr que les trois dernières copies que vous allez corriger, elles soient corrigées avec autant d'attention que les premières. L'IA, elle s'en fiche. Elle corrige de la même façon tout au long du tas de copies. L'IA est, au-delà de la fatigue, plus objectif que vous. Et là aussi, hein, on voudrait bien dire que nous, on est objectif. Non, nous ne le sommes pas. Si on a des biais sur nos élèves, on les connaît. Du coup, on va parfois se dire, bah, lui, de toute façon, il ne peut avoir que raté parce que vu comment il n'a pas écouté dans tel chapitre, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de personnel qui passe dans la correction de copie et qui biaise la notation finale. Une IA générative ne va pas appliquer ce genre de biais, elle est moins biaisée. Alors, ça fait bizarre hein, de le dire, hein, parce qu'on nous parle beaucoup des biais des intelligences artificielles. En fait, pour le coup, là, elle est moins biaisée que nous. Ensuite, l'IA permet de fournir des feedbacks quasiment immédiats à nos élèves. Et ça, c'est hyper important et ça a été mesuré, notamment sur les méta-analyses de John Hattie, qui nous dit que l'un des principaux aspects qui permet aux élèves de progresser, c'est le feedback. Mais il nous dit, en fait, ça doit être un feedback quasiment immédiat. Et même quand vous êtes un super prof et que vous rendez vos copies dès le lendemain, bah, concrètement, vous avez déjà un peu perdu de l'intérêt du feedback. Avec une intelligence artificielle, on pourrait se dire qu'on peut automatiser certaines choses qui permettront d'avoir un feedback quasiment immédiat et donc qui serait beaucoup plus évident pour nos élèves, beaucoup plus utile pour soutenir les apprentissages de nos élèves. Quatrième point, l'utilisation de l'IA permet de multiplier les situations d'évaluation. Ça aussi, on a des études internationales qui nous montrent qu'on a, en France en tout cas, dans le système scolaire français, un peu diminué le nombre d'évaluations ces dernières années pour une raison assez simple, on a trop de boulot. Le nombre d'élèves a augmenté, drastiquement évolué et a augmenté ces dernières années. On a de nouvelles missions, de nouvelles charges qui font que bah, voilà, les statistiques de l'ADEPE nous disent qu'on travaille 42 heures par semaine. Il y a un moment donné, ça craque. Voilà, ça craque, on n'a plus le temps. Et donc, on a rogné sur les évaluations. Or, on sait que les évaluations permettent à nos élèves de progresser. Les évaluations s'inscrivent dans le continuum d'apprentissage. Avec les IA, on pourrait en faire plus des évaluations.
Point 5, l'utilisation de l'IA permet de recueillir et d'analyser des données. On fait plus d'évaluations, donc on a plus d'occasions de recueillir des données permettant de savoir où en sont nos élèves. Donc on peut, derrière, être plus performant en classe parce qu'on a plein de données qui nous permettent de revoir tel point, de remédier à telle activité. Alors tout ça nécessite évidemment d'avoir un excellent outil avec un excellent tableau de bord qui nous permet de savoir quelles ont été les performances des élèves sur telle compétence, sur un temps long, etc., etc. Donc c'est pour ça que les startups là sont à fond pour essayer de construire ces outils qui, pour le moment, n'existent pas vraiment. En tout cas, pas à ce niveau de développement. Mais en face de ça, il y a quand même des limites, il y a quand même des inconvénients. Alors, comme tout à l'heure, pour gagner un petit peu de temps, hop, je vous les affiche toutes les cinq. Premier, la question des données des élèves, qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que là, en plus, on parle de quelque chose de sensible, une évaluation d'un élève qu'on pourrait éventuellement lui ressortir dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention à ça. Ensuite, quid de l'originalité et de la créativité? Il nous arrive parfois, dans certaines disciplines en tout cas, de croiser des copies qui sont totalement différentes du corrigé qu'on avait prévu. Et pourtant, en tant que correcteur humain, quand on se pose sur cette copie, on se dit, eh ben en fait, pourquoi pas? En fait, ça marche. Et donc, nous, là, on va la valoriser, cette copie, alors que ce n'était pas prévu au départ. Une IA générative, elle va avoir beaucoup plus de mal, parce que cette IA générative, hein, comme d'habitude, c'est des mathématiques, c'est de la statistique. Elle va corriger à partir d'un exemple, elle va corriger à partir d'ordres qu'on lui a donnés. La créativité, l'originalité, elle aime pas bien. Ensuite, on perd de cette relation humaine dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, moi, j'ai pas envie de perdre la relation humaine. Et puis, je sais que vous en avez parlé depuis le début de l'année sur les précédents épisodes de ce fil rouge. Moi, au contraire, ça me semble évident de remettre en avant la relation humaine dans l'acte pédagogique, justement parce que les IA génératives sont là. Point numéro 4, difficulté avec la reconnaissance optique des caractères. Ce qui est de moins en moins vrai, hein. Concrètement, les IA génératives sont capables de lire des copies que même nous, on n'arrive pas à lire. Mais parfois, il peut y avoir une petite ambiguïté. Numéro 5, un manque de précision et de fiabilité. Alors cela, ça concerne la question de la notation. C'est-à-dire que là, on a des statistiques qui ont été faites, des études qui ont été faites sur des milliers de copies. En fait, la notation par une IA générative est très mauvaise. Elle a tendance à reproduire la constante macabre, c'est-à-dire à reproduire cette courbe de Gauss qui fait qu'elle donne des notes moyennes, mais elle a du mal à mettre de très mauvaises notes, même quand la copie est très mauvaise, ou à mettre de très bonnes notes, même quand la copie est très, très élaborée. Alors du coup, à ce stade, il me semble important de faire un petit bilan pour vous dire que il me semble nécessaire de trouver un équilibre dans l'usage de ces IA génératives au service de la correction des copies. Et donc moi, j'en arrive à 3 points, 3 conseils à vous partager. Le premier, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre subtil entre l'expertise irremplaçable de l'être humain. Il y a des choses qu'une IA ne peut pas faire pour le moment à notre place. Et l'assistance de l'IA, parce qu'on va quand même pas nier le fait que ça peut nous faire gagner du temps, ça peut nous aider parfois à faire de meilleurs feedbacks. Deuxième chose, deuxième préconisation, à mon sens, ces outils n'ont pas vocation à être utilisés lors des évaluations sommatives. Mais par contre, on peut envisager de les utiliser en évaluation formative. Alors d'ailleurs, hein, quand je vous dis non pas vocation à être utilisés pour des évaluations sommatives, c'est parce que je vous ai dit pour l'instant, il y a un biais sur la note. Et donc moi, je ne demande jamais à une IA générative de mettre la note à ma place. C'est ça, c'est ma mission et c'est irremplaçable. Mais si on le faisait, je pense même qu'en fait, d'un point de vue législatif, ça ne passerait pas. Parce qu'en France, on a un code des relations entre le public et l'administration qui a été adopté en 2016 et qui nous dit, si l'administration prend une décision qui nous concerne en s'aidant d'algorithmes, elle doit nous en informer. Et si on lui demande, elle doit nous communiquer les règles qui ont été utilisées pour prendre la décision. Concrètement, ça, je pense qu'au tribunal administratif, ça permet à des parents de dire euh, mon enfant a été évalué par une intelligence artificielle. Au regard des enjeux aujourd'hui sur la notation et sur le contrôle continu, je ne suis pas d'accord. Je demande à ce que sa copie soit réétudiée et que son orientation soit réévaluée si le procès a lieu après une orientation. Donc, vous voyez que, à mon avis, il faut faire très, très, très attention avec ça.
Et puis ensuite, par contre, moi, je considère que ça peut être intéressant pour remettre au centre les évaluations formatives. C'est-à-dire ces évaluations qu'on n'avait plus nécessairement le temps de faire en cours de formation, là, on peut le faire. Et d'ailleurs, vraies évaluations formatives, c'est-à-dire des évaluations sans enjeu de notation. Tu fais un entraînement. Voilà, j'ai 35 copies à corriger. Je n'ai pas le temps de corriger 35 copies sans m'assurer que ça va donner lieu à une note parce qu'il me faut une moyenne à la fin du trimestre. Mais par contre, si je le donne à une IA générative, je vais dire à cette IA générative, fais-moi des feedbacks, fais-moi des retours, dis-moi ce qui a bien fonctionné, quels sont les axes de progression pour l'entraînement 2, pour l'entraînement 3. Donc là, on retrouve la vraie logique d'une évaluation formative. Et donc, eh ben, il y a des prompts qui vous permettent de faire ça. Là, je vous en propose un de petits prompts. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça peut donner, parce qu'évidemment, ces prompts, je les ai, moi, utilisés et validés au quotidien avec des copies d'élèves. Alors, je viens de changer hop, d'onglet. Est-ce que ça va bien pour vous? Est-ce que vous voyez bien l'onglet là qui Oui, se... c'est bon, ChatGPT? ça va bien. Ouais, Ça super. marche. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné la copie à corriger, je lui ai donné un corrigé que moi j'avais préparé, et je lui ai donné ma grille critériée de réussite dont je vous ai parlé dans le point 2. Et je lui dis, à partir de tout ça, tu vas corriger cette copie, et puis je lui dis à la fin de respecter un petit peu le fameux sandwich de correction, c'est-à-dire point positif, axe de progression, conseil pour progresser, assure-toi d'avoir des feedbacks. Et voilà ce qu'il me fait. Il me dit, bah, en fait, l'accroche, le critère à évaluer, c'est l'accroche est précise et originale, bien intégrée au sujet, évite les généralités et introduit efficacement le sujet. Et là, moi, ChatGPT me dit en cours d'acquisition. L'accroche commence par une généralité sur les conflits dans le bassin méditerranéen. Donc là, vous voyez, hein, il justifie vraiment en citant des morceaux de la copie de l'élève. Ce qui est pertinent, mais manque d'une transition directe et claire vers le sujet principal, qui est la violence de la conquête du Nouveau Monde. Et il fait ça pour les 4, 5 critères que je lui avais donnés à évaluer, avec la grille critériée évoquée. Puis ensuite, il fait une synthèse. Voici tes réussites, voici tes axes d'amélioration, voici tes conseils d'amélioration pour la prochaine fois. Donc voilà. Alors ça, je voudrais être clair, ça peut être pratique si vous voulez vous amuser, amusez-vous à le faire. Ça, voilà, ça fonctionne. Mais je n'ai aucune autre prétention que de vous donner des petites astuces, des petits prompts qui vous permettent de faire du bricolage. Après, je vous ai dit, bah, il y a des entreprises qui sont en train de se lancer, qui sont en train de proposer des outils. Mais il y a toujours une limite. Vous voyez par exemple ici ces deux outils, Gridescope et Writable, sont des outils qui en fait sont uniquement disponibles à l'échelle d'établissement. Donc ça veut dire qu'il faut être dans un établissement, vous réussissez à convaincre votre administration, il y a une ligne budgétaire qui peut être dégagée, etc., etc. Ensuite, vous avez d'autres outils qui sont disponibles et qui sont intéressants. C'est le cas d'Emilia, c'est le cas de Quill. Alors à chaque fois, hein, encore une fois, hein, je vous rappelle, vous aurez accès à toutes les ressources qui sont cachées en lien hypertexte derrière, hein. Donc vous pourrez aller creuser ce webinaire après si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, moi, j'ai un peu tendance à considérer que c'est un projet Voltaire amélioré. C'est-à-dire, c'est bien, mais pour progresser en orthographe, c'est bien pour progresser en expression écrite, c'est bien pour progresser dans l'apprentissage du vocabulaire dans une langue. C'est un petit peu plus compliqué quand on commence à corriger des copies où il y a des tâches complexes, où il y a des évaluations un petit peu plus complexes. Et donc pour ça, bah, il y a d'autres outils qui existent, qui sont en train de se développer un petit peu partout dans le monde. Et donc, c'est là qu'on retrouve l'article dont je vous parlais tout à l'heure, hein, je vous l'ai mis en lien hypertexte, la correction des copies assistées par l'IA, nouveau terrain de jeu pour les startups. Donc, c'est un article qui a été publié il y a seulement quelques jours. Et donc, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui se mettent en route. Je vais en citer deux pour être tout à fait honnête parce que bah, je préfère être clair avec vous. Moi, j'accompagne la société Logbook. Mais en face, il y a la société Ed AI, par exemple, qui est en train de se développer. Alors, elle n'est pas disponible pour le moment. Ed AI, c'est notamment porté par une maison d'édition que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Livre scolaire. Et donc là, ils ont créé une nouvelle start-up à côté pour la correction de copies. Et là, moi, je vous le dis encore une fois en toute transparence, hein, je n'ai aucune objectivité sur ce sujet, mais moi, je trouve qu'ils font une erreur parce que du coup, Ed et AI vont sur de la correction de copies, c'est-à-dire ils vous proposent qu'un algorithme corrige vos copies à votre place.
Et ça, moi, pour l'instant, je veux pas le lâcher. Je trouve que on perd de trop. Et c'est pour ça que le produit Logbook que j'accompagne, bah, on n'est pas sur cette logique-là. C'est-à-dire que dans Logbook, c'est vous qui corrigez votre copie. Et l'algorithme, l'intelligence artificielle, ne vient que traiter votre correction. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous corrigez votre copie à l'oral. Vous vous enregistrez en disant, bah, voilà ce que je pense de ta copie, ici tu as fait telle chose, et donc vous pouvez mettre sur pause, hein, donc vous pouvez commenter la copie au fur et à mesure, vous pouvez mettre des numéros, etc. Et une fois que vous appuyez sur stop, le logbook analyse votre commentaire oral et le réorganise en fonction des critères de correction que vous lui avez donnés au départ. Et là, va vous créer une fiche complète de correction en disant pour chaque critère, voilà ce qui est réussi, voilà ce qui n'est pas réussi, voilà où tu te situes dans les différents niveaux de réussite. Et ensuite, bah, on retrouve ce fameux sandwich. Qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui a progressé, quels sont les conseils de progression. Et à la fin, Logbook vous propose un tableau de bord vous permettant d'avoir une analyse de l'ensemble de la classe sur cette évaluation précise et ensuite une évaluation de la progression de l'élève sur 2, 3, 4, 5 évaluations. Donc voilà. Et vous voyez que du coup, à mon sens, ben, on est sur un juste milieu entre l'expertise professionnelle de l'enseignant et les avantages de l'intelligence artificielle qui nous permettent de gagner du temps, mais qui nous permettent aussi et surtout de faire des feedbacks beaucoup plus constructifs à nos élèves. Ceci étant dit, il est temps du coup d'arriver à la conclusion très très rapide, pour vous dire que ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que les IA génératives, finalement, ont été considérées il y a 2 ans comme des outils susceptibles d'alimenter une fraude généralisée. Et puis finalement, au fil des mois, on s'est rendu compte que ces IA génératives ont permis de faire émerger de nouvelles pratiques qui facilitent à la fois le travail des enseignants, mais qui peuvent aussi faciliter et favoriser les apprentissages des élèves, mieux accompagner les élèves, réduire les inégalités socio-scolaires. Mais ça nécessite de faire un choix, ça nécessite de donner des impulsions, de donner des orientations, et ça, à mon sens, bah, c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire des choix, de s'assurer de laisser l'intelligence artificielle à la bonne place pour que ça soit un outil au service des apprentissages et que ça ne devienne pas quelque chose qui vienne de manière je vais pas y arriver avec ce mot, de manière subtile, prendre notre place ou nous concurrencer. Et au contraire, bah, moi je considère que sur ce dossier de l'orientation, de l'évaluation, pardon, comme sur le dossier de la différenciation, comme sur le dossier de l'apprentissage d'une culture de l'IA, l'important c'est qu'on reste à côté de nos élèves et qu'on les accompagne dans cette nouvelle ère au XXIe siècle qui est en train d'apparaître, parce que comme le disait Paulo Frère bien avant l'apparition des IA génératives, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.